Bonjour et bienvenue sur notre page d'actualité de l'Hebdo des Toulousains. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode nous revenons sur l'histoire fascinante de Caméra Silence, un groupe punk bordelais des années 1980 dont le chanteur, Gilles Bertin, est devenu un fugitif après avoir participé à un braquage majeur en 1988. De la scène punk au braquage de la Brinks de Toulouse. Vous écoutez l'incroyable cavale du rocker de Caméra Silence, un podcast réalisé par notre page culture. Hold-up avec prise d'otage la nuit dernière à Toulouse, montant du butin 15 millions de francs. Pour comprendre cette rocambolesque histoire, il faut se replonger d'abord dans la mouvance rock et punk des années 80. À cette époque, de nombreux groupes de rock font leur apparition dans le paysage musical français, comme les Berruriers Noirs, les Garçons Bouchers ou bien les Vampas. En effet, avec la gauche au pouvoir, un Big Bang avait vu le jour, celui de la libération de l'audiovisuel et des radios libres, autrement dit, les débuts de la démocratisation médiatique légale. À cette époque, de nombreux groupes de banlieue pouvaient faire entendre leurs compositions aux auditeurs plus facilement ou tout simplement leur voix d'animateur comme le fut Jean-Luc Reichmann à l'époque sur Radio Cambos, une radio libre toulousaine. Un véritable tremplin pour ces artistes. Parmi ces groupes, un va faire parler de lui dans le registre fait divers. Les Caméra Silence, groupe originaire de Bordeaux à la mouvance punk.
Les Camaraï Silence avaient participé à la première édition de Boulevard du Rock et avaient même remporté le tremplin Rockton en 1982. Proche des idées des Brigades Rouges et de l'ETA, le groupe parvient à se faire un nom dans le rock. Ils enregistrent au studio Deltour de Toulouse leur premier titre, Pour la gloire, que Patrice Blanc-Francard, le producteur de l'émission des Enfants du Rock d'Antenne 2, sélectionnera pour représenter la mouvance punk de l'époque. Pourquoi ce nom de groupe énigmatique en latin? Ça veut dire quoi? En latin? Ça veut rien dire, je pense. En latin, c'est pas ce que ça veut dire, on sait ce que ça représente, c'est en Allemagne. C'est un mot inventé par la CIA, par les Américains. Ouais. Et on sait ce que ça représente. Ça veut dire cellule de privation sensorielle. Exactement. C'est... Système de privation sensorielle. C'est la torture propre, la torture des pays occidentaux. Raffiné. C'est quelque chose que vous dénoncez? Ouais, bien sûr, comme toutes les tortures. Malheureusement, le groupe perd de sa splendeur avec les années et ses membres plongent vite dans la marginalité. Le soir du 26 avril 1988, des individus prennent en otage des salariés de la Brinks de Toulouse en les séquestrant à leur domicile. Après leur avoir extirpé les procédures de sécurité du coffre-fort et après les avoir contraints à désactiver les alarmes, les braqueurs parviennent à mettre la main sur un butin de 11,4 millions de francs, l'équivalent de 2,7 millions d'euros, et tout ça sans tirer un coup de feu. Des malfaiteurs habillés en gendarmes ont dérobé 15 millions de francs dans un dépôt de la société de transport de fonds Brinks à Toulouse. Pendant toute la nuit, ils ont retenu en otage plusieurs personnes qu'ils n'ont relâchées qu'à l'aube. Cela aurait pu être un coup parfait, sauf qu'un journal Libération et une revue de fluide glacial vont mettre les enquêteurs du SRPJ de Toulouse sur une piste. En effet, les empreintes d'un certain Gilles Bertin ont été identifiées sur ces mêmes revues dans une planque à Plaisance-du-Touche dans la banlieue toulousaine. Bien connu des services de police pour être un proche des militants d'extrême gauche et des anciens de l'ETA, il est aussi accessoirement le chanteur du groupe rock Camaraï Silence. Après une enquête bien menée, la police toulousaine interpelle les premiers suspects, Muriel Guinet et Nicole Blanc, fin août 1988. Le lendemain, 1er septembre, une fusillade éclate au péage de la Lande avec la police qui interpelle cette fois José Gomez y Martin, lui aussi un proche de l'ETA, considéré comme le cerveau du CAS. Des truands de droit commun avec des méthodes de politique. Voilà comment la SRPJ de Toulouse qualifiait aujourd'hui les auteurs du hold-up de la Brinks. Les méthodes, ce sont celles du terrorisme, comme par exemple dans ce hangar de la banlieue toulousaine où ils ont préparé psychologiquement les otages. Pour les empêcher de parler, l'un d'eux avait même une ceinture d'explosifs contre le ventre. Les ravisseurs sont même allés jusqu'à simuler un contrôle de faux gendarmes sur la route en allant vers le dépôt. Tout cela pour tester la fiabilité des otages en cas d'impair. L'année suivante, d'autres membres seront à leur tour interpellés à Bordeaux, mais aussi au Luxembourg et en Espagne. Un seul manquera à l'appel, Gilles Bertin, qui lui vivra une vie de cavale jusqu'au 16 novembre 2016 où il se livrera aux autorités. Devant la cour d'assises de Toulouse, en juin 2018, après avoir été jugé, il sera condamné à 5 ans de prison avec sursis. Il s'est éteint le jeudi 7 novembre 2019 à Barcelone. Le cerveau, tout d'abord, un Espagnol de 31 ans, José Gomez Martin, ancien militant d'une faction de l'ETA, il a basculé dans le grand banditisme puis la drogue. Apparemment, il travaillait pour son propre compte et non pour financer les caisses du terrorisme basque. Autour de lui, une nébuleuse de 6 à 7 personnes rencontrées en prison ou à Toulouse. C'est ici, au 49 de la rue Raymond IV, que la bande a préparé le coup, un gang qui avait pour principale préoccupation la drogue dure comme la cocaïne et l'héroïne. Ce petit cercle avait choisi Toulouse par goût mais aussi pour sa proximité avec l'Espagne où un complice court toujours. Il s'agit de Gilles Bertin contre qui un mandat d'arrêt international vient d'être lancé. Bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire vraiment singulière, celle de Gilles Bertin, chanteur d'un groupe punk rock qui a marqué les années 80, Camaraï Silence. Et ce même chanteur se retrouve mêlé à un braquage énorme, historique même, puis pouf, disparu, pendant presque 30 ans. C'est ça, une histoire qui mélange tout. La musique, la politique radicale de l'époque, le grand banditisme et une cavale digne d'un film. On va s'appuyer pour ça sur un article de Vladimir Max, du Petit Journal, qui a vraiment bien retracé toute l'affaire. Exactement.
Et notre but ici, c'est de comprendre comment ce groupe de Bordeaux, très ancré dans la scène alternative, comment son leader a pu basculer comme ça, et cette fuite, cette clandestinité pendant des décennies, qu'est-ce que ça raconte? Et aussi le moment où ça dérape, les détails de l'enquête qui sont assez fous, cette vie clandestine. Et puis la fin de l'histoire, le procès, qui réserve aussi son lot de surprises. Il y a de quoi faire. Alors pour commencer justement, replongeons-nous un peu dans cette ambiance début des années 80 en France. On est juste après 81, l'arrivée de la gauche au pouvoir. Oui. Il y a l'explosion des radios libres, une espèce d'effervescence culturelle, musicale. Tout à fait. Et c'est là qu'émerge ce qu'on appelle le rock alternatif français. Des groupes comme les Bérus, évidemment, Mano Negra un peu plus tard, les Garçons Bouchés, les Wampas. Mais des noms connus. Voilà. Ils arrivent avec un son plus brut, moins léché, et des textes souvent très contestataires, très politiques, et Camera Silence, ils sont pile là-dedans. Camera Silence, basé à Bordeaux donc, punk rock, très énergique, mais comme vous disiez, avec une forte coloration politique. L'article de Max mentionne des textes radicaux, une vraie proximité affichée avec l'extrême gauche. Il évoque même, et là on va porter ce que dit la source, avec prudence, des liens possibles avec des groupes comme les Brigades Rouges ou l'État. C'était pas juste un groupe qui faisait du bruit, quoi. Ah non, c'est clair. Et ça, c'est important pour comprendre la suite, je pense. Camera Silence, et Bertel en particulier, ils se voyaient sûrement pas que comme des musiciens. C'était un engagement plus large dans un courant anti-système, parfois très radical. Faut pas oublier, les années 80, c'est aussi l'héritage des années de plomb, des tensions sociales, du chômage, un mélange complexe. Mais musicalement, ça marche pour eux. Ils gagnent un tremplin important, Rockotone, en 92. Ça leur permet d'enregistrer. Oui. Et ils sortent Pour la gloire, un titre qui devient un peu un hymne, non? Ah oui, complètement. Pour la gloire, ça marque les esprits. À tel point qu'il est sélectionné pour passer dans Les Enfants du rock. La fameuse émission d'Antenne 2. Exactement, avec Decaune et Manavre. C'est une reconnaissance énorme pour un groupe de cette scène-là. Là, ils sont vraiment au sommet de leur notoriété, de leur influence dans ce milieu punk rock. Ils incarnent quelque chose. Et c'est là que l'histoire prend un virage totalement inattendu. Parce que ça ne continue pas comme une success story classique. L'article dit que le groupe commence à avoir des problèmes, à s'effriter. Certains membres, dont Bertin, glissent un peu vers la marge. On sent que quelque chose se passe, loin des concerts. Oui, il fissure, une dérive, on ne sait pas exactement comment l'appeler, la source ne détaille pas tout, mais cette trajectoire, elle va connaître une issue dramatique et spectaculaire, le fameux braquage. Le braquage du dépôt de la Brinks à Toulouse. On est le 26 avril 1988. Et là, on n'est plus dans le rock'n'roll, on est dans le grand banditisme, pur et dur, très organisé. Ah oui, très. Le mode opératoire, il est décrit comme étant d'un professionnalisme assez froid. Pas d'effraction. Non. Ils vont chercher des employés chez eux, ils les prennent en otage, eux et leurs familles. Et ils les forcent à donner les codes, à désactiver les alarmes. C'est préparé, quoi. Carrément. Une planification qui paye. Ils repartent avec 11,4 millions de francs. Énorme. Si on convertit, ça fait quelque chose comme 2,7 millions d'euros d'aujourd'hui. C'est un des plus gros coups de l'époque en France. Un coup majeur, ouais. Et l'article souligne un détail important. Ça s'est fait sans tirer un seul coup de feu. Ah oui. Sans violence physique directe sur les otailles, même si la pression psychologique a dû être terrible, l'image du casse parfait, en quelque sorte. On imagine qu'ils pensaient disparaître tranquillement après ça. C'était sûrement l'idée, ouais. Mais souvent, le parfait, ça coince quelque part. L'enquête démarre, elle patine un peu, et puis, coup de pouce du destin, si on peut dire. Ils découvrent une planque. C'est ça. Une planque utilisée par l'équipe à Plaisance du Touche, près de Toulouse. Et qu'est-ce qu'ils trouvent dedans? Pas des flingues ou des plans secrets, non. Des magazines. Voilà. Le détail qui tue. Des exemplaires de Libération, de Fluide glacial. Des lectures assez banales pour l'époque, pour ce milieu-là. Exactement. On pourrait se dire, bon, et alors? Sauf que la police scientifique passe dessus. Et là, bingo, empreinte digitale. Et ces empreintes, elles correspondent à quelqu'un qui est déjà fiché? Oui, elles matchent, comme on dit, et le nom qui sort, c'est Gilles Bertin. Alors là, l'enquête prend une toute autre tournure. Le profil connu, c'était militant d'extrême gauche, peut-être des liens avec l'État, comme on l'a dit. Mais quand les enquêteurs font le lien et réalisent qui est ce Gilles Bertin... C'est le choc. Le militant fiché, c'est aussi le chanteur de Camera Silence, l'icône punk. Incroyable. L'affaire devient médiatique instantanément. L'artiste engagé, le symbole d'une certaine contre-culture, lié directement à un braquage de cette ampleur. C'est ça qui fascine et qui dérange.
ce mélange des genres. Ouais, cette collision entre le monde de la musique alternative, de la rébellion idéologique, et le monde hyper calculé, froid du grand banditisme. Comment on passe de l'un à l'autre? L'article pose la question sans forcément y répondre de manière simple, mais c'est brutal. Carrément. Et une fois ce lien fait, tout s'accélère. Fin août 88, premières arrestations. 2 femmes, Muriel Guinet et Nicole Blanc. Et puis, début septembre, un drame. Ah oui, la fusillade au péage de la Lande, près de Toulouse. C'est ça. Lors d'une tentative d'arrestation, ça tourne mal, échange de coups de feu. Et ça mène à l'arrestation d'un certain José Gomez y Martin, présenté comme le cerveau de l'opération. Oui, le cerveau présumé. Et après ça, le filet se resserre vite, d'autres arrestations suivent, à Bordeaux, au Luxembourg, en Espagne. Le réseau semble tomber. Presque tout le réseau. Presque, oui. Parce qu'il en manque un. Le plus médiatisé, finalement. Gilles Bertin. Lui, il a réussi à s'échapper. Il disparaît. Et là, c'est le début d'une cavale. Mais pas une cavale de quelques mois. Une cavale de... 28 ans. 28 ans. C'est juste énorme. Il s'évapore complètement. Oui, il passe à travers toutes les mailles. 28 ans de clandestinité totale. D'après l'article, il aurait pas mal bougé en Europe, surtout en Espagne, semble-t-il. Il a fallu qu'il se réinvente entièrement. Fausse identité, couper tous les ponts. Une autre vie, littéralement. On a du mal à imaginer le quotidien. La peur constante d'être reconnu, démasqué. L'article raconte même qu'il a réussi à refonder une famille en Espagne. Oui. Des enfants qui ne savaient rien de son passé. C'est vertigineux comme double vie. Le poids psychologique, ça doit être quelque chose. Le secret permanent, ne jamais pouvoir être vraiment soi-même, on imagine bien l'usure au bout d'un moment. Une usure immense, oui. Et c'est peut-être ça, en partie, qui explique la suite, le dernier acte. Le coup de théâtre final, oui. Novembre 2016. Après 28 ans de silence radio, Gilles Bertin se rend. Pas attrapé, non. Il va de lui-même voir les autorités françaises à Toulouse. C'est ça. Et pourquoi maintenant? Raison, l'article avance plusieurs raisons. Il serait gravement malade. Mais aussi, tout simplement, épuisé, fatigué de cette vie de fugitif. La fin de la course. Et cette reddition, évidemment, ça mène à un procès. Juin 2018, cour d'assises de la Haute-Garonne à Toulouse. 30 ans après les faits. Moment forcément très fort, symbolique. Oui, le passé qui revient en pleine face. Et là, encore une surprise. Le verdict. On parle quand même d'un braquage à main armée, prise d'otage, un butin énorme, 28 ans de fuite. On s'attendrait à une peine très lourde, de la prison ferme. Logiquement, oui. Mais non. La cour d'assises le condamna à 5 ans de prison. 5 ans. Entièrement avec sursis. Donc, il ressort libre du tribunal. Exactement. 5 ans avec sursis, c'est pour le moins inattendu. Ça a dû faire jaser. Forcément. Comment on explique ça, si l'article ne donne pas le détail des motivations de la cour, mais on peut imaginer plusieurs choses. Le temps passé, énorme. La prescription, qui n'était peut-être pas loin. Oui. Sa reddition volontaire, ça a dû jouer. Son état de santé aussi, sans doute. Et peut-être une forme de reconnaissance qu'il avait, d'une certaine manière, payée pendant ses 28 ans de clandestinité, même si c'était illégal. C'est possible. En tout cas, ça clôt le chapitre judiciaire de façon assez déconcertante. Ça ajoute une dernière touche d'étrangeté à ce parcours. Et le parcours personnel de Gilles Bertin, lui, s'arrête peu après. Moins d'1 an et demi plus tard, en novembre 2019, il meurt à Barcelone, des suites de sa maladie. Fin de l'histoire. Fin d'une histoire complètement folle, oui. Quand on regarde l'ensemble, l'engagement punk des années 80, le basculement dans le crime organisé, cette cavale interminable et ce retour pour le jugement presque au seuil de la mort, c'est vraiment hors norme. Ce qui marque le plus, c'est ce mélange constant d'éléments qui semblent s'opposer. L'énergie un peu brute, chaotique du punk et la préparation quasi militaire du braquage. Oui. L'idéalisme politique affiché et le cynisme d'une opération crapuleuse pour le fric. L'image de l'artiste rebelle et cette vie secrète pendant des décennies. C'est ça, le contraste est partout. Et ça pose question sur la nature de l'engagement, de la rébellion. Jusqu'où ça peut mener certains idéaux poussés à l'extrême? Est-ce que la frontière entre contestation politique, même radicale, et acte criminel, elle est si nette pour certains? L'article ne juge pas, il raconte, mais on sent ces questions en filigrane. Et puis, il y a cette histoire de cavale. 28 ans sous un faux nom, à bâtir une autre réalité. Qu'est-ce que ça dit de la capacité humaine à se réinventer, à fuir son passé? Mais en même temps, ça montre aussi qu'on n'échappe jamais complètement à ce qu'on a fait. Le passé finit toujours par revenir, même 30 ans après. C'est une illustration assez radicale de ça, oui. Tu peux changer de nom, de pays, de vie.
L'acte initial, il reste là, avec ses conséquences. Et la reddition de Bertin, en partie par lassitude, ça suggère aussi que cette fuite permanente, ça a un coût énorme. Ça finit peut-être par vider de sens la vie qu'on essaie de se construire. C'est une histoire qui remue, une fois qu'on a tous les éléments. Ça touche à plein de choses. La musique, les idéologies, les choix de vie radicaux, le secret, le temps qui passe. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, pour ceux qui nous écoutent. Au-delà du fait divers, aussi spectaculaire soit-il, qu'est-ce que cette trajectoire nous dit sur les illusions et peut-être les désillusions d'une certaine génération, celle des années 80, prise entre des rêves de changer le monde et une réalité parfois bien plus sombre? Ou alors une question plus centrée sur l'individu. Comment un même homme peut-il être à la fois l'artiste punk admiré, le père de famille anonyme pendant sa cavale et le cerveau d'un braquage? Où est la vraie personne là-dedans? C'est une énigme, finalement. Une énigme qu'il a sans doute suivie jusqu'au